Breaking news right now on Pawn Stars Chumlee, whose real name is Austin Lee Russell. We've just learned the terms of a plea deal that'll keep him from serving prison time. Le monde de Rick Harrison s'effondre sous nos yeux. Son fils condamné à perpétuité. Chumlee empêtré dans un cauchemar carcéral dans une guerre familiale acharnée qui menace de détruire tout ce qu'il a construit. L'Empire de Pawn Stars, autrefois imparable, vacille désormais au bord de la ruine. Découvrez la vérité derrière la chute de Rick. Et ce qui va suivre va choquer tout le monde. La chute d'une dynastie de Las Vegas. Rick Harrison, aujourd'hui âgé de 59 ans, est submergé par une tempête incessante de catastrophes familiales et de batailles juridiques. Ce qui avait commencé par des rumeurs selon lesquelles son fils aurait été condamné à perpétuité s'est transformé en une sombre réalité. L'Empire de la famille Harrison, qui était autrefois une véritable machine à fabriquer de l'argent, semble de plus en plus fragile. Juste au moment où l'on pense que les choses ne peuvent pas empirer, c'est le cas. Et dans l'ombre d'une dynastie en train de s'effondrer, une trahison émerge qui va tout changer à jamais. Pawn Stars n'est pas le fruit du hasard. Il a été construit à partir de rien par Rick et de son père, Richard, qui était aussi coriace qu'eux. Il comprenait l'argent, les affaires et ne tolérait pas les absurdités. Les fans respectaient son approche directe et sans filtre. Lorsque Richard est décédé en 2018, le magasin a perdu bien plus que son fondateur. Il a perdu son pilier. Beaucoup de gens aiment les leçons d'histoire. Il y a beaucoup d'aspects différents. Beaucoup de gens aiment de l'interaction familiale. Les enfants adorent Chumlee. Rick a fait tout ce qu'il pouvait pour que les choses continuent à fonctionner. Mais les ennuis étaient déjà dans les coulisses, prêts à frapper. Gérer un prêteur sur gage à Las Vegas n'a jamais été glamour. Les retards de paiement, les marges réduites et les clients qui apportaient plus de maux de tête que de biens de valeur rendaient le quotidien difficile. Mais Rick avait une formule gagnante, raconter des histoires. Il savait que les gens n'achetaient pas seulement des objets, ils achetaient une histoire, un lien avec quelque chose de plus grand. C'est ce qui a fait le succès de Pawn Stars. Les objets rares et étranges et les histoires encore plus folles qui y étaient liées. Puis est venue l'émission de télévision en 2009. Personne ne l'a vu venir. Mais du jour au lendemain, Rick, son fils Corey et leur ami de longue date Chumlee sont devenus des célébrités, des épées de pirates aux pièces de monnaie anciennes. Les gens adoraient les regarder conclure des affaires. La langue acérée de Corey, les pitreries de Chumlee et la capacité de Rick à marchander ont fait de l'émission un succès instantané. Mais la célébrité a le don de déformer les choses. Les procès se sont accumulés, les querelles familiales ont éclaté et le chaos en coulisses est devenu impossible à ignorer. En 2022, les problèmes ne pouvaient plus être cachés. La propre mère de Rick, Joanne, l'a traîné en justice pour la propriété de la boutique. Elle affirmait qu'il l'avait trompée pour qu'elle lui cède sa part alors qu'elle se remettait d'un coma. Il affirmait qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait. Le procès exigeait un décompte complet de plus de 500 000 $ et demandait même une ordonnance restrictive pour l'empêcher de vendre les actifs de la boutique. Toy Expo. C'est un événement passionnant. Il y a eu foule dès le premier jour. Nous en sommes donc au deuxième jour. J'ai récupéré une demi-tonne de jouets hier. Comme si cela ne suffisait pas, la pandémie a frappé leur entreprise comme un train de marchandises, alors qu'elle engrangeait des millions. La boutique a à peine gagné 37 000 $ en une année entière. Et puis il y a eu Chumlee. À l'écran, c'était un clown adorable. Hors écran, il attirait les ennuis. En 2016, sa maison a été perquisitionnée dans le cadre d'une enquête criminelle. Les accusations d'agression sexuelle portées contre lui n'ont pas été retenues, mais la police a trouvé suffisamment de drogue et d'armes à feu non enregistrées pour l'accuser de multiples crimes. Il a réussi à éviter la prison grâce à un accord de plaidoyer, mais sa réputation a été définitivement ruinée. Les fans ont été stupéfaits, et l'émission a été durement touchée. Corey ne restait pas non plus à l'écart des ennuis. Connu pour son côté imprudent, il s'est retrouvé dans des bagarres de bar et des situations juridiques compliquées. En 2020, il a loué un véhicule de loisirs pour un voyage dans le désert, l'a détruit et aurait refusé de payer les dommages. Le propriétaire a affirmé qu'il avait laissé le véhicule en ruine, jonché de bouteilles vides et de déchets.
Ce fut une nouvelle humiliation publique pour la famille Harrison. Même les soi-disant experts présentés dans l'émission n'étaient pas à l'abri du scandale. Johnny Jimenez Jr., un expert en jouets fréquents, a été accusé dans une affaire de violence domestique. Puis il y a eu Drew Max, le gourou des souvenirs sportifs, qui s'est retrouvé impliqué dans un scandale de fraude. Il aurait authentifié de faux objets de collection, ce qui a entraîné des poursuites judiciaires et une grave crise de crédibilité pour l'émission. Au fil des ans, les fans ont commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas. Pawn Stars avait perdu de sa magie. Les moments autrefois spontanés semblaient mis en scène. Les négociations semblaient répétées, et les drames personnels éclipsaient l'histoire et les affaires. Ce qui était autrefois une plongée divertissante dans les artefacts historiques s'était transformé en un accident de voiture au ralenti de trahison et de scandales familiaux. Rick tenta d'étendre son empire avec Pawn Plaza, un complexe commercial situé à proximité de la boutique. Mais l'entreprise fit faillite. Les commerçants l'accusèrent de ne pas avoir su promouvoir le quartier. Des poursuites s'ensuivirent et un autre projet ambitieux partit en fumée. Pendant ce temps, l'émission continuait tant bien que mal, mais même les fans les plus inconditionnels admirent qu'elle n'était plus ce qu'elle avait été. L'empire, autrefois florissant, s'effondrait, glissant entre les doigts de Rick à chaque faux pas. Malgré tout, Rick était sûr d'une chose, le spectacle ne durerait pas éternellement. Il s'empressa de sécuriser d'autres investissements, des biens immobiliers, différentes entreprises commerciales, tout ce qu'il pouvait pour préserver sa fortune. La boutique avait tout vu, de grands rêves, de lourdes pertes et des victoires surprenantes. Mais les nouveaux vendeurs ont apporté un tout nouveau jeu, de l'argent liquide, des objets de collection et des transactions sans pitié. Untype entre, plein de confiance, tenant ce qui ressemble à un billet de 10 livres sterling. Mais non, ce n'est pas n'importe quel billet. Il a été dégradé par le tristement célèbre artiste de rue Banksy. Le vendeur pense qu'il a décroché le jackpot. Le vieil homme y jette un coup d'œil, sans être impressionné. Il voit de la fausse monnaie. Et il n'a pas tort. Mais le type insiste sur le fait que l'œuvre de Banksy se vend des milliers de dollars. Le vieil homme n'en démord pas. Pour lui, ce n'est que de l'argent vandalisé. Ils font appel à un expert. Il s'avère qu'il s'agit d'une véritable œuvre de Banksy, mais pas vraiment d'une trouvaille rare. La valeur? Peut-être quelques centaines de dollars. Le vendeur, qui rêvait autrefois d'un gros salaire, essaie de récupérer ce qu'il peut. Il vise 5 cents. Le vieil homme, aucune chance. Après une négociation brutale, le type repart avec 400. Il aurait peut-être pu en attendre plus. Mais le vieil homme savait exactement ce qu'il faisait. Voici maintenant un morceau d'histoire. Un vétéran de la marine entre en portant un vieux sexton, autrefois utilisé sur le navire américain Hector, un navire de réparation de la Seconde Guerre mondiale. Le type a des histoires à raconter, et le vieil homme adore l'histoire militaire. Il y a donc un terrain d'entente. Mais soyons réalistes. Nous ne sommes pas dans les années 1800 et plus personne ne navigue avec le sexton. Le vendeur veut près de 400 dollars. Le vieil homme, toujours aussi sage, sait que les collectionneurs existent, mais qu'ils sont rares. Il propose un prix plancher de 200 dollars. Le vendeur essaie de se défendre, mais les négociations sont difficiles face à un expert chevronné en matière de gages. Mais à Trianomedy, je ne suis pas à l'aise. Je serais à l'aise à 200 pour ça. Comme ça, je peux en demander 3, prendre les 275 premiers et passer la porte. Ils s'accordent à 265. Passe mal, mais certainement pas le gros jour de paix dont rêvait le vendeur. Une vieille photo panoramique en noir et blanc d'un aérodrome de la Seconde Guerre mondiale à Las Vegas? Ça a l'air cool. Le vendeur entre en valsant, sûr d'avoir une relique valant au moins 500 dollars. Le vieil homme ne bronche pas. C'est une pièce intéressante, certes. Mais il y a une dure vérité. Ce n'est pas parce que c'est vieux que c'est précieux. Il fait remarquer que les amateurs d'histoire pourraient l'aimer, mais que ça ne se vend pas comme des petits pains. Le vendeur s'accroche à l'espoir et tente de contre-attaquer avec 400 dollars. Le vieil homme reste de marbre. Il offre un maigre 100 dollars. Le vendeur, choqué, essaye de négocier. Pas moyen. Il s'en va. Photo toujours à la main. Leçon apprise.
La valeur sentimentale ne se traduit pas en dollars dans le monde du prêt sur gage. Rien n'attire autant l'attention du vieil homme qu'un pistolet de l'époque de la guerre de sécession. Entrez le Savage Navy Revolver. C'est une arme à feu à l'allure funky, et le vendeur sait qu'elle est rare. Il commence haut, $1,800. Le vieil homme ne mord pas à l'hameçon. Il fait appel à un expert en armes à feu qui confirme qu'elle est légitime, mais explique pourquoi elle ne se vendait pas vraiment bien à l'époque. L'arme était lourde, peu maniable, pas des plus pratiques. Mais les collectionneurs aiment l'histoire bizarre. Valeur. Peut-être 2000 au maximum. Le vendeur rêve toujours d'un gros gain. Mais le vieil homme n'est pas là pour payer trop cher. Il lance une offre. $800. Le vendeur s'étouffe presque. What cents dollars? Rick. Non. Ça n'arrivera pas. Non. Je pense plutôt à moi à 250. Vraiment? Quoi? Vous savez, j'espérais obtenir environ $1,800 pour le pistolet. Ils font des allers-retours, dansent autour des chiffres. Mais à la fin, le vieil homme campe sur ses positions. L'affaire se conclut à $1,400. Pas mal pour le vendeur. Mais le vieil homme est quand même reparti gagnant. Une balle de baseball dédicacée par l'équipe des Yankees de 1951. Le rêve des collectionneurs de sport. Le vendeur a une balle dédicacée par des légendes comme Mickey Mantle et Joe DiMaggio. Ça a l'air génial. Jusqu'à ce que vous la regardiez, elle est usée, les signatures s'effacent. Il n'y a pas de document d'authentification. Le vieil homme sait qu'il ne faut pas prendre de risques avec les souvenirs sportifs. Il fait appel à un expert qui confirme que c'est authentique, mais en mauvais état. Une grande valeur? Non. Le vendeur qui espérait en tirer 3000 se heurte à la réalité. Le vieil homme propose $800 en expliquant que l'état est primordial. Le vendeur, déçu, sort en tenant toujours la balle. Pas d'accord. Que la nostalgie. Un super fan entre dans la boutique avec un sac à dos à Proton Ghostbusters fait maison. Il y a des lumières, des boutons, des effets sonores, toutes les toutimes. Le vieil homme n'est pas impressionné. Il sait que les objets de collection geek ont un marché, mais seulement pour le bon acheteur. Le vendeur, convaincu d'avoir construit quelque chose de spécial, demande $2,000. Le vieil homme se moque. Réplique ou pas, ce n'est pas un accessoire de cinéma, et les geeks ont tendance à construire les leurs au lieu de les acheter. Il propose $1,000. Fermies. Le vendeur hésite, mais finit par accepter. Il a peut-être dépensé plus que ça pour le construire. Mais maintenant, il a de l'argent pour son prochain projet. Vous voulez aller voir SOS Fantôme? Non. Vous retournez bosser. J'aurais aimé avoir un peu plus d'argent que $1,050. J'avais probablement autant. Mais maintenant, j'ai de l'argent et je veux dire, une statue indienne en bois de 2 mètres. Ça attire l'attention. Le vendeur y est attaché par nostalgie. Elle se trouvait autrefois devant le bureau de tabac de son grand-père. Mais la valeur sentimentale ne paie pas les factures. Alors il espère en tirer profit. Le vieil homme l'examine. Elle est en bon état, sculptée à la main. Mais soyons réalistes. Combien de personnes cherchent une statue géante en bois? Le vendeur en veut 900. Le vieil homme rit. Il propose 4 cents. Le vendeur se bat pour 600, mais le vieil homme campe sur ses positions. S'il ne peut pas le revendre à profit, il n'y a pas d'accord. Le vendeur cède. 400, c'est d'accord. Le vieil homme gagne à nouveau. Certains jours, la boutique ressemblait davantage à une galerie d'art. De grands gnomes, de grands espoirs et la fine ligne entre la fortune et la déception. Tout l'art n'a pas de prix. Un type est entré avec ce qu'il prétendait être un vase hibou en céramique de Picasso. Il cherchait à en tirer un bon prix. Ce n'était pas n'importe quel vase. Il avait été fabriqué par Picasso lui-même dans les années 1940 ou 1950. Il faisait partie d'une édition limitée à 500 exemplaires. Une édition limitée. Ça a l'air chic. Mais Picasso a fabriqué des tonnes de ces hiboux. Chaque lot était estampillé, numéroté et envoyé aux masses. À l'époque, personne ne s'attendait à ce qu'ils aient de la valeur. Mais quelques décennies plus tard, ils valent maintenant beaucoup d'argent. Du moins, c'est ce qu'espérait le vendeur. Le propriétaire avait ce vase chez lui depuis plus de 35 ans, mais avec la réduction de la taille de son logement. Il s'est dit qu'il était temps de le vendre. Il est entré dans l'espoir de gagner $35,000.
Une décision audacieuse. Bien sûr, Rick, du monde de piété, n'allait pas se contenter de le croire sur parole. Il a fait appel à un expert pour l'examiner de plus près. Ce professionnel de l'art connaissait son affaire. Il a confirmé qu'il s'agissait d'une pièce authentique, en soulignant les détails clés, les cachets corrects, les marquages corrects et l'état impeccable. Ce dernier point est crucial. L'état peut faire ou défaire une affaire. Certains de ces vases ont des éclats, des fissures ou des décolorations, mais celui-ci était aussi frais que le jour où Picasso l'a créé. Puis vint la bombe du prix. Bien sûr, certains vendeurs proposent ces vases à 61 000 $ en ligne, mais ce n'est qu'un vœu pieux. En réalité, cette pièce pourrait rapporter 25 000 $ au mieux. C'est bien moins que ce que le vendeur voulait. Mais dans le monde du prêt sur gage, la réalité frappe fort. Les négociations ont commencé. Rick a proposé 15 000 $. Le vendeur n'était pas d'accord. Ils ont fait des allers-retours, marchandant comme deux joueurs de poker essayant de se mettre mutuellement au défi. En final, 19 000 $ a été le chiffre magique. Pas mal pour un vase qui a pris la poussière pendant des décennies. Et maintenant, alors que vous pensiez avoir tout vu, un autre objet de Picasso refait surface. Cette fois, un tirage encadré des années 1950. Il s'intitulait Goat Skull on Table et faisait partie d'une série de 150 exemplaires. Le propriétaire l'avait fait estimer il y a des années pour près de 19 500 $ et pensait que 16 000 $ était un prix raisonnable. L'équipe du prêteur sur gage n'était pas prête à laisser tomber une telle somme sans consulter son propre expert. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une gravure à l'aquatinte, une façon élégante de dire qu'elle ressemblait à une aquarelle, mais qu'elle n'était pas peinte à la main. De la valeur? Oui. Mais valait-il 16 000 $? Pas vraiment. Après un rapide appel au patron. L'offre la plus élevée était de 11 000 $. Le vendeur a hésité, mais a finalement accepté l'offre. Un autre Picasso a changé de main, et le prêteur sur gage a ajouté une autre pièce coûteuse à sa collection. Puis est arrivé un véritable joker. 6 gravures de Picasso provenant d'un livre en édition limitée. Le vendeur en demandait 5 000 $, comptant sur le fait que tout ce qui porte le nom de Picasso se vendrait comme des petits pains. Mais voilà le hic. Si Picasso est l'un des plus grands noms de l'art, tout ce qu'il a touché ne s'est pas transformé en or. Certaines de ses œuvres se vendent à des millions, tandis que d'autres se vendent à peine quelques centaines de dollars. Les experts sont venus et ont confirmé qu'elles étaient authentiques. Elles faisaient une partie d'une collection spéciale d'illustrations de Picasso pour un livre intitulé La Sistrata. Le meilleur? Le livre était signé par Picasso lui-même. Cela a fait monter la valeur en flèche. Le prix de vente au détail de l'ensemble pouvait atteindre 10 000 $, mais le fractionné en pages individuelles pouvait rapporter encore plus d'argent. Rick n'était pas prêt à lâcher 5 000 $ sans négocier. Le vendeur a poussé à 6 000. Et après quelques allers-retours, Rick a cédé. 6 000, c'était décidé. Et un autre ensemble d'œuvres de Picasso a trouvé un nouveau foyer. Voilà, nous avons un accord. Et je vous serre la main. Vous connaissez la procédure. Nous allons faire de la paperasse. Je me contente de 6 000 $. C'est 1 000 $ de plus que ce que je pensais pouvoir obtenir. Alors je prends. Mais le défilé de Picasso n'était pas encore terminé. Un autre vendeur est arrivé avec ce qu'il a appelé une estampe de Picasso de la collection La Célestine de 1968. Problème? Pas de papier. Dans le monde de l'art, l'absence de documentation revient à essayer de vendre une voiture sans titre de propriété. Cela déclenche toutes sortes d'alertes. Rick l'a apporté à son marchand d'art attitré pour vérification. Après avoir vérifié la qualité du papier, les marques de la plaque et l'état général, l'expert a donné son feu vert. C'était un vrai, mais pas vraiment une aubaine. Picasso en a fait beaucoup, et sans sa signature. Il ne valait pas autant que certains pourraient le penser. La valeur marchande? Entre 2 000 et 3 000 $. Le vendeur a eu un moment de lucidité lorsqu'il s'est rendu compte que sa famille l'avait payé 9 000 $ sur un bateau de croisière à l'époque. Les ventes aux enchères sur les bateaux de croisière ont tendance à faire grimper les prix. Et c'était de la preuve. Rick a fait une offre de 1 500 $, et après quelques hésitations, le vendeur a accepté l'argent. Alors que l'on pensait que le magasin avait vu assez de Picasso pour la journée, un autre vendeur est entré avec 2 gravures de Picasso,
L'une était un dessin de colombe, et l'autre une pièce intitulée « Poor Roby ». Picasso en a fait des milliers, mais certaines valaient plus que d'autres. L'expert en or y a jeté un coup d'œil et a confirmé que, bien qu'elles soient authentiques, elles n'étaient pas vraiment des joyaux rares. L'impression de la colombe était une lithographie produite en masse qui valait peut-être 200 $ dans le meilleur des cas. Poor Roby était le meilleur des deux. Une édition ancienne imprimée sur du papier de haute qualité. L'expert a estimé qu'il pourrait se vendre entre 800 et 1500 $ dans une galerie. Le vendeur voulait à l'origine 1000 $ pour les deux, mais Rick n'était pas prêt à payer trop cher. Il a laissé tomber la colombe et a proposé 650 $ pour le pauvre Roby. Le vendeur a accepté l'offre, sachant qu'il valait mieux repartir avec de l'argent plutôt que d'attendre en espérant obtenir plus. La négociation de Rick était-elle une décision commerciale judicieuse ou a-t-il sous-estimé le vendeur de manière déloyale?